Salut, c'est Doc. Le chapitre 795, c'est un putain de chapitre. Mais il y a aussi un truc que je voudrais dire, c'est que je déteste ces putain de spoil. C'est de ma faute, j'aurais pas dû les regarder. D'habitude, je les regarde pas, mais là, j'étais tellement pressé par rapport aux 2 semaines qu'il y avait d'attente que je voulais avoir quelques petites informations par rapport à ce chapitre. J'ai eu la première page qui était par rapport à Fujitora, donc c'était vraiment tranquille. Donc je me suis dit pourquoi pas regarder 2-3 autres trucs. Et là, on m'a envoyé des petits messages par Facebook et j'ai vu avant que le chapitre sorte, j'ai eu l'information par rapport à l'équipage et j'ai eu aussi l'information par rapport à Kaido. Et je peux dire que ces deux putains de spoils m'ont massacré ce chapitre. Je suis totalement dégoûté. J'ai pas eu comme beaucoup la révélation au fur et à mesure des pages, que c'est souvent à la dernière page qu'on s'aperçoit quelle est cette personne. Et moi je le savais déjà le départ. Et ça me servira de leçon. Je sais pas pour vous, mais moi c'est terminé. Je ne regarde plus les spoils. Je ferai des hypothèses, je regarderai plein de trucs, mais les chapitres, j'attendrai vraiment le jour même pour voir le chapitre parce que je suis bien dégoûté. Bref, ceci était une petite aparté. Il y a plein de choses à dire sur ce chapitre qui est vraiment génial. C'est l'un des meilleurs que j'ai lu. Franchement, là, on reconnaît Oda. En plus, avec les 2 semaines d'attente, c'est un truc complètement de malade. La vidéo, je pense, va être très longue. Alors, hop, c'est parti pour la critique analyse du chapitre de l'année, même de tout l'univers One Piece, le chapitre 795. Avant de commencer le chapitre, j'ai un nouveau petit polo. Je l'avais déjà la vidéo précédente. Vous avez été pas mal à me demander où je l'ai vu ou quoi que ce soit. Je répondrai à cette question à la fin de la vidéo parce que là c'est vraiment le plus important. Donc il y a plein de choses qui se sont passées et on va le prendre, comment dire, chronologiquement. Et on va mettre Kaido vraiment pour la fin. Oui, je sais, je suis une pute. J'aurais pu commencer par parler de ça tout de suite, mais je vais vous laisser ça. Comme ça vous regarderez toute la vidéo, ou sinon vous pouvez aller directement à la fin. Alors on va commencer tout simplement par parler déjà de Fujitora. Fujitora qui, à son habitude par rapport au personnage, lance le dé pour savoir si ils vont aller capturer l'équipage, enfin Luffy et Law. Et là, il fait le GD, c'est le 1. Le 1, c'est un critical échec. Moi, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle où j'ai joué beaucoup à des jeux comme Warhammer, Blood Bowl, de conneries. Donc, quand tu fais un 1, que quoi qu'il se passe, c'est un truc, ça veut dire échec. Donc ils ne vont pas aller chercher, d'ailleurs ça fait bien Méland, ça fait vraiment bien Shui, le vice-amiral. Et on voit encore que Fujitora laisse le destin et en un sens la volonté de Dieu choisir pour lui. Et je pense aussi qu'il doit trouver ça, c'est aussi peut-être une excuse pour pour ne pas justement aller les chercher. Et il dit bien que quand on a un résultat de dés, on ne doit pas critiquer quand on est un joueur, on ne doit pas critiquer les dés, c'est les dés qui choisissent. Donc voilà pour ça, il n'y avait pas grand chose à dire de plus que Fujitora qui est toujours dans la même rengaine, dans la même histoire. Et pour l'instant, on voit qu'il n'a pas encore quitté la marine et qu'il est toujours en attente pour aller récupérer Law ou Luffy. Et je pense même qu'à un moment, il va avoir l'information que Law et Luffy vont partir peut-être grâce à son acquis de l'observation, vu qu'il avait peut-être qu'il est grand. Et à ce moment-là, il va refaire un GT, il va voir un 6, il va dire bon c'est bon les gars, on va aller chercher Luffy et Law. Puis là ils vont arriver et dire ah bah merde, ils sont partis, tant pis. Je vois bien Fujitora manier un petit peu aussi le destin. Par rapport à ça, ça pourrait être vraiment sympa. Bon, l'affaire Fujitora c'est réglé. Maintenant on va passer sur la deuxième chose par rapport à Riku, le château et aussi les différents pirates qui sont là-bas. Le petit passage que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit tout le monde dormir. D'ailleurs il y a Baby Five qui dort à côté de Sei, je crois. Et c'est vraiment très beau de les voir, ils font vraiment un beau petit couple. Et après de voir aussi Cavendish dormir entouré de chaînes, parce que là quand il dort et quand il rêve, je crois que non, c'est quand il dort simplement, il y a son démon intérieur qui prend, c'est Akabuka, je crois que c'est ça, je suis pas très sûr du nom. Bref, le voit avec les cheveux en l'air complètement, avec la bulle et tout, c'est vraiment génial. Et on voit toujours qu'il y a un petit parallèle
entre Cavendish et Bartaux, parce qu'ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre, et ça me réconforte dans l'idée de les revoir ensemble un jour par rapport à une grande bataille quand ils vont revenir, puis qu'ils vont un petit peu tous les deux s'engueuler. Je trouve qu'ils forment vraiment un très très bon duo. J'ai vraiment bien apprécié ce petit passage, et après on arrive sur le roi Riku qui annonce tout simplement à Rebecca qu'il va falloir entre guillemets, qu'elle grandisse, car si lui il reprend sa position de roi, chose qui est complètement sûre, elle va devoir devenir la reine et elle va devoir justement grandir et justement mourir. On voit encore à ses réactions qu'elle est totalement surprise, on voit qu'elle est super innocente. J'ai pas de doute sur le fait qu'elle devienne une grande princesse. En plus, tout ce qu'elle a fait par rapport au Colisée, ça va être maintenant aperçu d'une façon positive par rapport à la population. Donc là encore, une seule page qui résume parfaitement tout ce qu'on aurait pu apprendre. Ça c'est vraiment très bien, parce que Ichiro Oda, un peu comme moi là en ce moment, a toujours tendance à étirer ses explications, à montrer vraiment beaucoup de choses. Et là, il a donné deux informations vraiment primordiales par rapport à la suite de Dressrosa, et il les a mis seulement en 2 pages. Et en un sens c'était normal, car ce qui nous préparait, c'était un truc de malade. Et là je voudrais justement, avant d'en parler, voir la technique qu'a mise au niveau de la narration Ichiro Oda. Il nous amène des infos, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours tendance à attendre beaucoup de lui, c'est-à-dire on se dit des fois, parfois, il fait beaucoup trop de trucs par rapport à une information. Par exemple, le coup de l'arrivée de Guts, et comment il arrive à prendre Luffy pour lui donner 10 minutes, et même le speech qu'il fait, c'est quelque chose qui a été vraiment étendu sur plusieurs pages, alors qu'il aurait peut-être pu être réduit en moins de pages. Et là, justement, il nous amène dans quelque chose, dans l'arrivée maintenant on apprend exactement ce qui est devenu, ce que sont devenus Senji et tout l'équipage. Et au lieu de nous donner l'information normalement, c'est-à-dire avec un truc traditionnel, c'est-à-dire l'info normale, un flashback pour expliquer et un teaser pour la suite, ça aurait pu parfaitement fermer le chapitre, c'est-à-dire qu'il nous aurait passé une dizaine de pages sur l'équipage de Sanji, ça aurait parfaitement, enfin l'équipage de Sanji, l'équipage qui en ce moment qui est avec Sanji, ça aurait pu parfaitement aller. Mais non, là, il nous lâche plein d'infos et on ne sait pas du tout quoi faire avec. On ne sait pas sur quelle île ils sont. Ils ont des nouvelles tenues, on ne sait pas d'où viennent ces tenues. On n'a aucune info par rapport à ce qui est arrivé, par rapport à Big Mom. On voit qu'ils sont en combat par rapport à d'autres personnes. On voit qu'il y a une petite fille. Et franchement, tu te dis, mais what the fuck quoi. Ce truc-là, déjà rien qu'en lisant cette partie-là, tu te dis, ah, mais où on va? On n'arrive pas du tout à détailler. D'ailleurs, là, il faut que je fasse une analyse, parce que là, c'est totalement aberrant. Moi, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, ce qu'il va y avoir après par rapport à Kaido, c'est un truc de malade. Donc voilà, la narration d'Ichiro Oda, c'est toujours un truc qu'on aime chez lui, c'est qu'il nous surprend. Et là, rien qu'avec 2 informations, encore une fois, je le répète, il aurait pu faire un chapitre entier sur le retour de l'équipage avec Senji et tous les autres, ça aurait été amplement suffisant. Mais non, là il nous donne qu'une brique d'informations et on a encore un plan suspense. Alors on va détailler et analyser tout ça. Premièrement, l'île. L'île pour moi n'est pas l'île de Zou. Pourquoi? Tout simplement parce que Nami, elle avait une Vivicard de l'eau qui était en rapport par rapport à son équipage, et elle indiquait justement où était l'équipage. Donc s'ils étaient arrivés sur Zou, ils auraient directement arrivé à l'endroit où était justement l'équipage, ils auraient pu se rencontrer et on les aurait vus. Maintenant, ils sont sur une île autre. Pourquoi je pense ça? Tout simplement parce que j'étais sur le site la volonté de Di, et là il y a une personne, faut que je renote son nom parce que je vais dire des conneries, moi et mes prénoms, c'est Xehanort. Alors Xehanort de la volonté de Di, merci, parce que lui, il reprend des passages et il fait vraiment les traductions, et il s'avère que la traduction française était pas très bonne. César dit à justement Senji, pourquoi tu as décidé, on avait réussi à échapper à Big Mom, pourquoi tu as décidé d'accoster ici, on aurait été tellement tranquille dans le bateau. Donc ça montre qu'ils ont bien réussi à échapper à Big Mom, on ne sait pas encore comment, on avait eu l'information dans le 793 avec justement ce qu'avait dit le mec qui ressemble à Capone, justement ce qu'avait dit Capone. On ne sait pas comment ils ont réussi à s'échapper, mais ils ont réussi et ils ont dû partir en vitesse. Et je pense qu'avec le coup de Buster du Tucson Sunny, ils sont arrivés
près d'une île et Senji a décidé d'accoster pour pouvoir mettre un petit peu toutes les choses à plat pour pouvoir parler. On remarque aussi que maintenant l'équipage a été séparé en deux. D'un côté on a Chopper, Senji et César et de l'autre côté on a Brock, je le dis bien Brock, c'est ça? Ouais, Brock, parce que la prononciation on reprend, donc Brock. On a aussi Nami et on a Momonosuke en version dragon. Donc ces deux groupes sont séparés et ils rentrent en conflit, c'est-à-dire l'équipage avec Nami rentre en conflit par rapport à des vikings. Pour moi je pense que ce sont des... Il y a vraiment le thème viking par rapport à la fourrure qu'ils ont, les plaques en métal et aussi les cornes. Et après, on voit, je reviendrai après, on voit que le big boss de cette équipe-là, Mouton Sama, je crois, Ed Mouton Sama, il avait une grosse ceinture et sur la ceinture, on peut remarquer le symbole de Kaido. Donc là, il y a vraiment une relation entre justement l'équipage en forme de viking et Kaido. Maintenant, il y a une chose qui m'a interpellé aussi, c'est par rapport à l'équipage, comment ils sont sapés. J'adore le design déjà, Senji avec ses lunettes, ne serait-ce que Nami avec sa petite robe, ses bas rayés, longs, même, même Chopper avec son casque de hockey, puis là je crois qu'il a une sorte de crosse ou quoi que ce soit. Il a même un manteau avec des étoiles. Il y a une petite erreur que j'ai remarqué, je sais pas si c'est une erreur, c'est moi qui ai mal regardé. Là je vais mettre de toute façon l'image sur le côté, enfin je vais mettre l'image en grand. C'est par rapport au chapeau de César. À un moment quand il s'engueule face à face par rapport à Senji, on a l'impression qu'il y a une sorte de collerette tout en haut de son chapeau, alors que dans l'image d'en dessous, on voit que le chapeau est totalement normal. Donc ça je sais pas si c'est moi qui ai mal remarqué quelque chose. Bref, ils ont changé d'habit. Là, pourquoi ils ont changé d'habit? C'est pas un tour de magie, ou c'est même pas le fait que le pouvoir de... j'ai des problèmes de Kinemon qui permettait, en mettant un objet sur la tête, de pouvoir transformer, d'avoir des nouveaux vêtements. Donc pareil, encore une fois, Ichiroda nous pose plein de questions par rapport à ça, parce que pourquoi ils ont changé de vêtements. Et après, bien sûr, l'île comment aller, il y a déjà un volcan d'éruption avec de l'eau. Ça c'est complètement dingue, on est parfaitement dans le nouveau monde avec des îles complètement bizarres. Et c'est après, surtout par rapport aux ennemis que combattent Senji et tout le monde, qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Et je dirais que c'est une très bonne question. Alors on sait qu'ils sont sur cette île par rapport à un samouraï. Ils sont à la recherche du quatrième samouraï. Je pense que c'est par rapport justement à l'équipe de Momonosuke, Kinemon et Kenjuro. L'autre il s'appelait Sengoka, je crois, Songoka, je crois, c'est un truc Songoka, ouais, quelque chose comme ça. Et ils sont justement à la recherche. Et il y a même, si la traduction est bonne, il y a même un des vikings qui dit: pourtant, on a tout fait pour qu'il se montre. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être en lien justement avec la fille, j'en parlerai un petit peu après. Donc là, il y a eu un combat, et on remarque aussi que tous les personnages, tous les vikings, je les appelais comme ça, les vikings de Kaido, n'ont pas de Zoan. Seul leur boss, qui est Moutonhead Sama, qui lui a un fruit Smile, Zoan bien sûr, qui était par rapport au mouton. On voit que ses bras se sont transformés en sorte de cornes pour pouvoir tabasser. On a eu un très bon coup par rapport à Brock. Brock toujours pareil. J'adore toujours son humour, c'est vraiment un clown ce mec, parce qu'il dit à Nami: je vais vous protéger, et au même moment il y a l'eau du volcan qui arrive, et là Nami avec sa bonne gueule, elle dit: vraiment vous les utilisateurs du fruit du démon, vous servez absolument à rien. Et il est déjà échoué, mais il arrive quand même à reprendre conscience, Brock, pour pouvoir contrer le coup de Ed Sama. Et il y a une relation entre eux, ils doivent être là quand même depuis assez longtemps sur l'île, et même Nami, et l'équipage doivent être là depuis un bout de temps, parce qu'il dit: qu'est-ce que vous foutez sur l'île, elle est vraiment spéciale, il y a un truc avec la fille. Je pense que la fille a vraiment un lien. Je pense que Shenji est venu sur cette île par rapport justement à la fille, il s'est sûrement passé quelque chose. De toute façon, je compte sur Ichiroda pour nous amener des flashbacks plus tard, juste avant le retour par rapport à Luffy. Donc il y a vraiment plein de questions. Après justement, Senji arrive à intervenir, donc là on voit que l'équipage va être regroupé. Il envoie le coup, les autres, le big boss est assommé, c'est-à-dire Moutonhead Sama, et les autres décident de se casser comme des lâches. On voit déjà une relation au niveau de l'équipage, qu'il n'y en a pas une grande camaraderie, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à rattraper le mec, ils cherchent seulement. Et on voit qu'il y a aussi une relation un petit peu de mensonge, parce que les autres disent: comment on va faire, on n'a pas eu le samouraï. Et elle a dit: on n'a qu'à simplement dire que le samouraï n'était pas sur cette île.
Ça ramène encore une fois sur une chose, c'est-à-dire que il y a une relation vraiment entre Kaido, son armée, et aussi le monde japonais de One Piece de Wano, c'est Wano quelque chose, je sais plus, décidément j'ai des problèmes. Je fais cette vidéo à l'arrache parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, je vous prie de m'excuser. Il y a vraiment une relation entre Kaido, l'équipage et le monde, enfin l'île de Wano, justement là où il y a les samouraïs. Il se passe quelque chose par rapport justement entre eux. Ce samouraï-là doit avoir une très grande importance pour qu'ils puissent le rechercher. Ça, c'est ça. Mais encore une fois, là c'est encore plein de spéculations parce que Ishiroda nous lâche des brides et on sait vraiment pas quoi faire avec. Donc on va revenir sur ce qu'on est sûr, c'est que les mecs, ils se cassent et il y avait une relation avec la fille et Senji dit justement que la fille, on va la retrouver. Et justement Chopper à un moment il dit j'ai trouvé, venez vite, j'ai trouvé quelque chose. La fille, on la voit un tout petit peu, pareil c'est un truc qui est seulement montré, on la voit cachée derrière un arbre et on remarque qu'elle a un nez qui est assez spécial et qu'elle a au niveau aussi de ses yeux. Moi ça me fait parfaitement penser à une biche et ça me fait penser aussi aux dryades. Pour ceux qui ont joué un petit peu sur Warhammer ou qui connaissent un petit peu tout ce qui est la mythologie grecque, les dryades c'était des sortes entre guillemets de muses et dans Warcraft elles sont symbolisées par des personnes qui sont moitié biche, moitié homme. Et justement par rapport au nez qu'elle a et aussi par rapport à ses yeux et cet aspect innocent qui fait complètement penser à une biche, je pense qu'elle doit avoir une relation justement là-dedans. Alors voilà, tout ce qui était par rapport au retour de la partie de l'équipage avec Shenji et aussi par rapport à ce qui s'est passé là, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire. Encore une fois, beaucoup trop de questions pour apporter des informations concrètes. En plus, on était dans le cœur de l'action, donc on a vraiment... Tu sais, c'est vraiment un truc qui nous a pris comme ça. C'est, on arrive sur la page, on tourne la page et bam, tout de suite c'est le combat, c'est quoi que ce soit, c'est une engueulade. Donc vraiment, ça me fait vraiment chier parce que je peux pas trouver assez d'informations. Bref, on va passer cette partie-là de côté pour arriver vraiment à la putain de grosse révélation. C'est l'arrivée de Kaido qu'on n'avait pas vu venir du tout, ou même si on l'avait vu venir, c'était pas de cette façon, une façon vraiment what the fuck. Avant de parler de Kaido en détail, on va faire une petite chronologie par rapport à ce qui s'est passé juste avant. C'est-à-dire au chapitre 793, on avait des informations justement sur Kaido. Premièrement, son équipage a appris à travers les journaux que justement Doflamingo s'était fait niquer la gueule tout simplement par l'eau et par rapport à Luffy. Donc ils ont dit il faut qu'on prévienne Kaido. Et là ils gueulent Kaido-sama et ils disent il est où. Donc ça montre déjà qu'il n'était pas présent sur l'île. Et en plus la grosse forme qu'on avait vue, ce n'était pas Kaido, c'était bien un temps comme j'avais dit dans ma vidéo. Deuxième chose qu'on a su par rapport au chapitre 793, c'est que Urouge qui était sur une île céleste apprenait l'arrivée de quelqu'un. On pensait tous que c'était Ener, et ce n'est pas le cas, c'était tout simplement Kaido. Donc ça montre qu'au moment où l'information a été répercutée dans le monde entier de la chute de Doflamingo, Kaido était occupé à se balader sur une île céleste. Donc Kaido n'est absolument pas au courant que Doflamingo s'en est pris plein la bouche par Luffy. Et ça c'est vachement important par rapport à la phrase qu'il va y avoir à la fin, mais j'y reviendrai après. Donc Kaido est sur une île céleste et il s'amuse à faire le plongeon ultime de la mort, et un plongeon qui fait plus de 10 000 mètres, et quand il se fracasse la gueule en bas, il arrive à ressortir qu'avec simplement un mal de tête. Ça montre que ce mec, c'est quelqu'un qui a une puissance vraiment phénoménale. Et son introduction, comme je le dis encore une fois, c'est un truc what the fuck. Kaido est quand même l'un des 4 empereurs. On peut comprendre qu'il ait une introduction qui soit stylée, qui marque les esprits, mais marquer les esprits à ce point, c'est quelque chose de dingue. Et je reprends encore une fois que moi, je me suis fait spoiler ma race comme un bâtard. Ça c'est sûr, et c'est parfaitement de ma faute. Si j'avais pas ouvert ma page, j'aurais sûrement pas découvert. Donc j'imagine que les personnes qui eux n'étaient pas au courant que c'était Kaido quand il est sorti, puis qu'on apprend à la dernière page que c'est Kaido, ça a dû être vraiment un truc de dingue. En plus, tout ce qu'on apprend quand la descente, le fait qu'il se soit fait
plusieurs fois prisonnier, qu'il a été torturé, qu'il s'est échappé plusieurs fois de vaisseaux de vaisseaux prison. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait des gros bateaux prison. Ça, je pensais qu'il y avait seulement que Impel Down. C'est peut-être les bateaux justement pour emmener les prisonniers à Impel Down. Tu vois, ils font le tour de toute la planète One Piece, puis après ils récoltent les prisonniers, puis ils emmènent à Impel Down. Donc je pense que ça doit être ça normalement les vaisseaux. Ça montre que tout en descendant, on ne connaissait pas la nature et l'identité de la personne, mais qu'on savait que ce mec-là, il en avait vraiment des grosses et qu'il avait vraiment un historique très très important. Et déjà sauter d'une île de 10 000 mètres d'altitude pour seulement se tester, parce que je dis bien se tester, pour moi ce n'est pas, il n'a pas envie de mourir, il n'a pas envie, le suicide du titre comme j'ai déjà dit est une sorte de pied de nez déjà pour mettre dans une fausse direction. Ça c'est souvent ce qu'utilise Ichiro Oda dans ses titres de chapitres. Donc là il a envie de se tester et ça montre aussi que c'est quelque chose qu'il fait sur un coup de tête, c'est-à-dire qu'il n'a pas averti son équipage et ça doit être des choses vraiment qui ont été faites au préalable, c'est-à-dire qu'il a dû y penser pendant la nuit en dormant. Il dit putain, bah à la rigueur, si je tentais de sauter d'une île céleste de 10 000 mètres pour voir vraiment ce qui m'arrive. Et pour moi c'est comme ça que je le vois. Maintenant pourquoi il le fait, c'est qu'il doit y avoir une sorte, il doit être blasé de la vie, c'est comme ça que je le vois. Donc ça montre qu'il a peut-être déjà eu une très très grande espérance de vie, que ce mec là est entre guillemets immortel. Donc il peut être immortel par rapport à plusieurs faits. Premièrement, il est né comme ça, donc c'est quelque chose qu'il a découvert au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il lui arrivait quelque chose, il est mort entre guillemets, puis il est revenu à la vie, où le dommage qui s'est infligé, autant pour moi, n'a eu aucune conséquence. Ça peut être la première chose, mais cette théorie a quand même un point, un défaut, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a une putain de cicatrice ici. Je reviendrai après sur son apparence parce qu'elle est vraiment géniale. On voit qu'il a une cicatrice et c'est la seule cicatrice qu'on voit, alors qu'on apprend qu'il a été torturé des centaines de fois, qu'il a été plusieurs fois prisonnier, qu'il a survécu à la mort, pareil j'en parlais plusieurs fois. Donc normalement un mec avec un background aussi important devrait avoir plein de cicatrices autour de lui, et là on voit qu'il est net partout sauf ici où il a une putain de cicatrice. Donc ça montre que en un sens il ne peut pas être immortel de naissance et il ne peut pas avoir une capacité de régénération importante, sinon les blessures qu'il a seraient comme partout sur son corps seraient cicatrisées. Maintenant on peut penser peut-être que il a eu il y a très très longtemps une intervention par rapport à l'opélopenomie, comme on a vu par rapport à l'eau, et c'est exactement ce que cherche Doflamingo. Donc là on a une relation entre Doflamingo et Kaido, c'est peut-être comme ça que Doflamingo a eu l'information justement. Le fait de devenir immortel, d'avoir la jeunesse éternelle, c'est un truc qui montre que la vieillesse n'a plus d'impact sur lui, et sauf bien sûr en lui faisant un truc comme lui couper la tête ou quoi que ce soit, qui peut vraiment s'en sortir. Et même encore là, ça peut poser un petit peu de problème. Donc ça c'est pareil, c'est une hypothèse peut-être à approfondir. La troisième chose qui pour moi serait peut-être le plus plausible, ça serait par rapport à un fruit démon. Un fruit du démon, autant pour moi, qui serait le Zoan. Et ça devrait être un fruit mythique, ça ne peut pas être celui du phénix qui renaît toujours de ses cendres, parce qu'il est déjà pris par rapport à Marco, mais je pense que c'est peut-être lié à un autre animal mythologique, créature mythologique, qui est l'hydre. L'hydre qui était vraiment immortel, c'est-à-dire que c'est par rapport à Hercule, oui, c'est ça les travaux d'Hercule, c'est-à-dire que quand il lui coupe une tête, la tête repousse aussitôt, et il y en a même deux, et c'est un truc où il se multiplie à l'infini, et la seule façon de le tuer, c'est de lui foutre vraiment un grand coup d'épée et de tuer toutes les têtes en même temps. Donc je pense qu'il serait peut-être lié à ce fruit démon. Ce serait pour moi vraiment le plus plausible, parce que ça montrerait qu'il a déjà combattu et qu'il a eu sa cicatrice, et que après, en ayant eu le fruit du démon de l'hydre, tous les coups qu'il a eu, son corps s'est régénéré et il n'a pas justement il n'y a aucune conséquence de ses blessures, et ça fait peut-être super longtemps qu'il est immortel. Et maintenant on va parler justement des trois acolytes qui sont Riri, Fifi et Loulou. Non, c'est pas eux, c'est Kid, Hawkins et Scratchman Apo. Ouais, Apo, vous avez vu comment je le dis vachement bien.
Ouais, ils se retrouvent face à ça, ils savent pas d'ailleurs ce qui arrive, ils pensent que c'est vraiment une grosse explosion, ils pensent que quelqu'un justement les attaque. Et ce qui est vraiment excellent, c'est encore une fois comment Ichiro Oda nous amène, c'est ce que j'avais expliqué une fois dans une, dans une vidéo, c'est qu'il nous emmène dans une direction et on se fait plein d'idées sur quelque chose et là, bim, ça part dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à la fin du chapitre 793, on s'était dit putain, ils ont des couilles, ils vont s'attaquer à Shanks, alors qu'on pensait, bien sûr, au préalable, qu'ils s'attaquaient à Big Mom, toujours pareil. Et maintenant, on va parler des trois rigolos qui sont Fifi, Loulou et Riri. Non, autant pour moi, qui sont Hawks. Putain, je raconte des conneries. Là, c'est totalement l'inverse. Là, maintenant, avec l'arrivée de Kaidou, ils vont carrément se retrouver face à ce mec et il peut vraiment leur faire très 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 mal. Et en plus, ce qui est vraiment dingue, et c'est une chose que je ne comprends pas du tout, c'est-à-dire que c'est quand même une alliance de trois pirates. Hawkins a l'air quand même quelqu'un de très intelligent et par rapport à ses probabilités, par rapport à voir, il a peut-être des visions justement du futur et ils ne connaissent pas l'aspect qu'a Kaidou. Et ça c'est complètement dingue parce que quand il sort de la sorte de cratère, comment il s'appelle lui? Merde, Killer dit c'est qui ce monstre et on voit leur face et ils ne réalisent pas justement que c'est Kaidou parce que si ils avaient vu que c'était Kaidou un empereur, ils auraient je pense qu'il y aurait eu une terreur sur leur visage, une terreur qui n'est pas présente ici. Là c'est dans le genre le truc qu'on voit sur le visage c'est putain mec t'es qui et qu'est-ce que tu viens nous faire chier ici, pourquoi t'es venu là? Et c'est tel qu'on voit la chose et ça c'est vraiment dingue. Et encore une fois, ça vient complètement foutre en l'air tout ce qu'on a pensé à la démarche qu'il va y avoir par rapport à Shanks. Et encore une fois, je pense que c'est pour ça qu'on est tellement heureux de lire des chapitres justement de One Piece, parce que Ichiro Oda, à chaque fois, nous dit les gars, vous pensez à ça, et ben je vais bien vous niquer votre gueule, en vérité, c'est ça qui va se passer. Et pour terminer justement avec ce petit passage, je vois bien après un combat s'engager justement par rapport à Kaidou et Hawkins être un petit peu en arrière, faire sortir ses cartes et voir que probabilité de victoire par rapport à lui, plus zéro. Je trouve que ça serait vraiment pas mal et dire aux autres non faut pas l'attaquer, c'est pas lui notre but principal, on fait un repli stratégique et on se casse. Ça pourrait être génial. En plus maintenant qu'on voit vraiment la gueule qu'a Kaidou, on comprend pourquoi Moria justement s'en est pris plein et il s'est fait défoncer l'anus sévère par rapport, il a perdu tout son équipage, exactement ça. Et on comprend aussi pourquoi il avait mis Oz en réserve et qu'il cherchait une ombre assez puissante pour aller à l'intérieur. Parce qu'on voit une certaine corrélation justement entre Kaidou et Oz, ne serait-ce que par rapport à sa forme, les cornes, l'aspect massif. Pareil là on a un effet de champ par rapport aux trois supernovas et aussi Kaidou. Et on voit qu'il fait à peu près 4 à 6 fois sa taille, c'est-à-dire que le mec il doit être entre les 12 et 14 mètres, c'est vraiment un géant je dirais, ça c'est vraiment excellent. Donc Moria avait vu la puissance de ce mec et avait prévu son armée de zombies pour peut-être s'occuper des Zoan, de ses autres équipages, mais vraiment pour latter la gueule à Kaidou, il pensait que le monstre Oz pouvait parfaitement remplir ce rôle. Et d'ailleurs merci pour cette petite indication, j'y avais un petit peu pensé mais ça m'a renforcé dans cette idée quand Jesty Baggy du site du forum, de la page Facebook One Piece Spoil me l'a dit. Et pour terminer, on va parler vraiment de l'aspect physique de Kaidou, parce que Kaidou, c'est vraiment quelque chose qui est dingue, c'est sa première apparition, même si on avait eu quelques spoils précédemment, le visage qu'on avait eu nous était quand même assez caché, on avait eu que des morceaux, il y a quand même une belle évolution, et on voyait pas, on pensait que c'était quelqu'un de mastoc, mais on pensait pas qu'il avait autant de charisme. Je trouve que c'est un personnage vraiment superbe, au niveau graphique, il est vraiment génial. Alors déjà, la question, est-ce que c'est vraiment Sévrécorn? Si c'est Sévrécorn, il me fait penser à l'un des membres justement de l'équipage de Barbe Noire qui est Lazaro, je crois. Et ça me fait aussi penser, bien sûr, comme j'ai dit précédemment, à Oz et aussi à son descendant Art. Et pour moi, il fait peut-être justement partie d'une sorte de lignée de géants qu'on peut voir ou de mecs vraiment forts, et peut-être que justement dans ce peuple il y en a de différentes tailles. Ça pourrait être vraiment classe. Après au niveau de son tatouage,
Il y a un truc qui me rassure, c'est de voir le tatouage avec des formes d'écailles, ce qui me rassure par rapport à la théorie du Zoan, par rapport à l'hydre, mais ça peut aussi être dû par rapport au tatouage qu'il y a beaucoup au Japon, qui est par rapport au poisson rouge. Ce poisson a un nom, je m'en rappelle plus. Et souvent, les Japonais, les Yakuza, font ces tatouages parce que c'est un signe de virilité et aussi de puissance. Ça, et aussi de longévité, je crois. Ça peut peut-être reprendre aussi en même temps comme quoi que ce mec est immortel. Ça pourrait être très bien. On remarque aussi qu'il a 2 bracelets. Et les 2 bracelets, ça me fait penser à l'image qu'on avait eue, qui est vraiment vieille et qu'avait fait Ishiro Oda par rapport justement aux 4 empereurs que lui il avait pensé bien avant de commencer la série de One Piece, quand tout était encore dans sa tête. Et on voit 4 personnes de dos, et dedans on en voit un qui est assez fort avec un bouclier et une hache et aussi un casque de viking. Et là, quand on voit justement par rapport à son équipage, par rapport à toutes les personnes qui étaient sur l'île, on voit que c'est aussi en lien avec les vikings. Et on voit aussi que ce mec qui est assez gros vu de dos, il avait aussi des bracelets avec des pointes, et c'est exactement ce qu'on retrouve justement sur le personnage de Kaido. Et je voudrais aussi revenir sur l'image qu'on peut voir avec les quatre personnes. Il y avait une personne féminine qui après a été transférée sur Boa Hancock et qui elle est une Shichibukai. Donc vraiment quelque chose de génial. Après on est toujours dans le lien avec l'esprit asiatique, c'est-à-dire le mec avec vraiment les barbichettes, la petite enfin, les moustaches vachement longues, la petite barbichette. Moi ça me fait beaucoup penser au seigneur Shogun qu'il y avait dans le sort de médiéval, au niveau médiéval féodal au Japon. Bref, pas lien, même au niveau de sa ceinture, les sortes de trucs qui pendent là, qui font des sortes de petits rectangles, ça aussi c'est quelque chose qu'on a beaucoup au niveau du Japon. Donc vraiment agréablement surpris par ce personnage de Kaido, et je sens qu'il va faire quelque chose de dingue. Et le plus important peut-être, c'est vraiment la fin, quand il dit Joker prépare-toi. Donc là ça montre vraiment qu'il n'a pas encore conscience que le Joker a été défait, que Doflamingo a été défait par Law et Luffy, et prépare-toi, on va lancer la guerre du siècle. Et justement, cette putain de guerre du siècle s'annonce vraiment grandiose. Là, on voit qu'on commence, là, on voit qu'on a atteint un cap dans One Piece qui est vraiment excellent. Là, on arrive vraiment sur un truc de grandiose. C'est absolument malade. Je suis comme un dingue, rien que déjà à y penser. Bref, ce chapitre 795 était absolument fabuleux. J'imagine même pas ce qu'il va nous réserver justement pour le chapitre 800. Bref, c'est absolument malade, et je suis bien content d'être autant à fond dans One Piece. Alors voilà, cette vidéo est presque terminée. J'aimerais faire quelques petites annonces, dire quelques petits trucs, donc s'il vous plaît regardez ça jusqu'à la fin. Premièrement, je vous avais parlé de mon polo, donc regardez, le polo il est là, je l'ai acheté dernièrement, j'en suis bien content, et c'est surtout le dos qui est génial. Je sais pas si on va bien le voir ici. Ouais, je suis en train de faire montrer mon cul, c'est pas grave. Là, vous voyez. Donc bref, il a vraiment la classe. Ça, j'en parle de temps en temps sur mon site onepicepassion.com. Je sais qu'il y a des t-shirts comme ça qui sont, enfin ça c'est un polo, qui sont en édition limitée. Ils sont pas trop chers, je crois que j'ai dû l'avoir pour une trentaine d'euros, frais de port compris. Donc pareil, si vous voulez vous faire une petite garde-robe bien sympathique, n'hésitez pas. Moi d'ailleurs ça m'a donné envie, je vais m'en acheter quelques-uns, quelques trucs comme ça. On ne fera plus la critique d'avoir toujours le même t-shirt pendant mes vidéos. Je remarque aussi qu'il y a énormément d'abonnés de plus en plus. Je pense même qu'on aura dépassé les 6000, donc ça je vais arrêter de le dire à chaque fois. Toujours pareil, je réitère ma petite annonce que j'avais fait sur Facebook. Si on dépasse les 10 000 abonnés pour le mois de septembre, pour le 1er septembre, si on dépasse les 10 000 abonnés, je vous réserve une grosse surprise. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, je vais vous réexpliquer un petit peu, pour ceux qui ne sont pas au courant, pourquoi je fais mes vidéos aussi longtemps. Parce que ça me prend énormément de temps. Déjà, j'ai un taf à côté qui me prend aussi énormément de temps, j'ai ma famille qu'il faut que je m'en occupe. Et après, pour vous donner un ordre d'idée pour cette vidéo, là on est seulement qu'en train de la filmer, j'ai quand même eu 4 heures de recherche, 4 à 5 heures de recherche sur le net, à tout lire, à aller sur différents forums qui sont par exemple la volonté de Di. Il y a aussi eu Manga France, le site de la MF Team, qui avait fait d'ailleurs par rapport à ma précédente vidéo, c'est eux qui avaient fait la traduction de l'interview de l'éditeur d'Ishiro Oda. Donc rien, déjà prendre tout ça, ça me prend du temps. Après, je passe au moins
facile, 1 heure à 2 heures, à tout analyser et à tout décortiquer pour donner vraiment mon avis et des fois il y a des idées qui me viennent en tête et de mettre tout ça sur le papier et de préparer un plan pour cette vidéo. Parce que même si, si vous le voyez que ça fait un petit peu brouillon, il y a quand même un plan au préalable qui est établi. Maintenant, il faut que je la tourne. Et tourner cette vidéo, le moment où on est là, moi ça m'a pris quand même presque 1 heure, 1 heure et demie entre les différentes coupes, les différentes reprises, etc. Parce que des fois, même si ça a l'air d'être fait à l'arrache, il y a quand même des trucs que je reprends parce que je suis pas content du résultat. Après maintenant, on va arriver dans le plus dur. Le plus dur, c'est le montage. Le montage, c'est 2 heures et demie. Facile. Et après il y a l'encodage, ça c'est 1 heure et demie, 2 heures parce que j'ai un vieux PC. Et après il y a l'upload sur internet qui dure aussi facile une demi-heure parce que plus mes vidéos sont longues, plus elles vont faire de la taille et plus ça va être long à encoder. Par exemple là, cette vidéo là va faire au moins 2 à 3 gigas facile une fois qu'elle est encodée. Donc ça c'est vraiment... Donc vous voyez, si on fait le total, on dépasse facilement les 10-12 heures de boulot dessus. Donc c'est quand même quelque chose de dingue, c'est pour ça qu'elles sortent seulement que la fin de semaine. Ça c'est un truc que j'avais déjà dit au préalable, mais vu qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, et vu que vous avez été très très nombreux à m'envoyer des messages pour me dire quand est-ce que je vais faire la vidéo, quand est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais faire la vidéo, etc. Je vous explique pourquoi ça prend autant de temps. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le mieux, ça serait pour moi de faire comme beaucoup sur internet, de pouvoir être subventionné par rapport à Tipeee, par rapport à quoi que ce soit. En plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'y a pas de pub au début de mes vidéos. Je ne monétise pas mes vidéos. Même s'il y a des pubs au milieu, ça c'est Google qui me les fout, alors que j'ai rien demandé. Aucune de mes vidéos sont monétisées. Ça c'est un truc que je voudrais le rappeler. C'est un truc de super important. Donc ça c'est une optique pour plus tard. J'en parlerai justement un jour. Si j'atteins un certain nombre d'abonnés, j'essaierai de voir quelque chose. Mais tout ce que je fais, je voudrais répéter encore une fois, là tiens, je vais en profiter. Tout ce que je fais c'est bénévole. C'est vraiment la passion qui m'anime. Mais si je pouvais travailler dedans, avoir des gens qui me supportent par rapport à un projet, par exemple Tipeee, ça me permettrait de faire des vidéos beaucoup plus rapidement, de faire beaucoup plus d'idées. J'ai des idées de vidéos qui seront en câble et ça me permettrait de bosser aussi beaucoup plus mes expositions et pourquoi pas les exposer vers d'autres pays. Donc voilà, c'était des petites annonces que je voulais faire parce que c'est des trucs qui me trottent dans la tête et que je voulais vous dire vu que je vois que la chaîne prend de plus en plus d'importance et ça, je vous le remercie encore du fond du cœur car si One Piece est ce que c'est en ce moment, c'est surtout grâce à vous, mes Nakamas. Ça c'était le petit message du cœur. Et comme d'habitude pour terminer cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, parlez-en, partagez. Et bah nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!